Bonjour à tous, il est 10h31. Nous allons démarrer tranquillement cette séquence que de nombreux participants sont encore dans la salle d'attente. Je vous précise de nouveau que la séquence est enregistrée, hein. L'enregistrement a été lancé il y a à peu près une minute maintenant. Et je vous propose de démarrer cette présentation à deux voix avec Benjamin Rougeron qui m'accompagne. Je suis moi Céline Lins, je travaille à la Banque des Territoires et je suis expert sur la sobriété foncière au service d'ingénierie territoriale. Donc on accompagne les projets en ingénierie sur ces enjeux. Et dans la séquence d'aujourd'hui, qui est un point d'actualité principalement juridique, Benjamin sera chargé de vous faire cette présentation que je ponctuerai sur certaines slides de retour terrain des projets qui nous remontent et des besoins ou des enjeux qui sont présents pour les porteurs de projets, ce qui pourrait illustrer la présentation qui sera faite par Benjamin. Benjamin, je te passe la main. Oui, merci Céline et bonjour à tous. Donc Benjamin Rougeron, donc moi je suis juriste associé au sein du service téléphonique de Rural Consult et je vous rappelle bien sûr notre numéro de téléphone que vous pouvez utiliser à votre guise du lundi au vendredi de 9h à 19h, c'est le 09 70 808 809, 09 70 808 809 et nous intervenons donc pour tout sujet d'information juridique à l'exception des questions relatives au personnel. On démarre, Alors Benjamin, ou peut-être peut-on démarrer? Parce que je voyais des personnes il arriver. y a encore du monde, oui. Voilà, je vais te laisser peut-être faire défiler Oui, les bien sûr. diapositives. Merci Céline. Oui, alors tout d'abord, on va revenir sur la genèse et la définition donc du zéro artificialisation nette, une notion aujourd'hui qui fait partie finalement de votre environnement, mais qui est assez nouvelle. Puisque c'est bien sûr la loi climat et résilience du 22 août 2021 dans son article 92 qui a donc pour la première fois intégré cette notion du zéro artificialisation nette, donc le ZAN, comme un objectif de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme dans le respect des objectifs de développement durable. Donc un objectif nouveau qui en a intégré bien sûr d'autres qui existaient depuis beaucoup plus longtemps. Donc le texte est codifié à l'article L101-2 6 bis du Code de l'urbanisme, qui n'a pas évolué ces derniers mois. Donc dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre donc un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels désormais la lutte donc contre l'artificialisation des sols avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme. Et donc, pour atteindre cet objectif à horizon 2050, eh bien, les pouvoirs publics, puisqu'il y a vraiment une association gouvernement et parlement sur ce régime juridique, eh bien, se sont donnés comme objectif de raisonner par tranche de 10 ans. Et le rythme aujourd'hui, donc sur cette première tranche, eh bien, de l'artificialisation des sols dans les 10 années qui ont suivi la promulgation de cette loi, eh bien, consiste à ce que la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les 10 années précédant cette date. Et les objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée. On va voir évidemment ce que recouvre cette notion de territorialisation, parce que ça, c'est quelque chose qui a été approfondi ces derniers mois. Alors, j'avais simplement un complément d'éléments de contexte aussi. La question de la lutte contre l'artificialisation des sols sur notre territoire, elle date pas que de la loi climat et résilience. On a fixé des objectifs par cette loi, mais c'est un enjeu auquel le gouvernement s'attachait à répondre et à traiter déjà dans le cadre d'autres textes antérieurs, et ce pour plusieurs raisons. Et il faut le rappeler, en fait, souvent perçu comme le socle de nos activités, le sol a en réalité de nombreuses autres fonctionnalités qu'il faut absolument préserver euh, pour pouvoir répondre aux enjeux qui sont les nôtres en termes d'atténuation
face au changement climatique, nos objectifs de réduction de notre production de carbone. Il faut savoir que le sol, sur le premier mètre du sol, en fait, on renferme 2 à 3 fois plus de carbone que dans l'atmosphère. Donc, chaque sol artificialisé perd cette fonctionnalité. Évidemment, un sol naturel, agricole, est important pour notre souveraineté alimentaire. C'est un enjeu vraiment d'actualité en ce moment. Et il faut aussi avoir en tête que préserver des sols naturels nous permet aussi de nous adapter, de favoriser notre adaptation face au changement climatique, et notamment grâce aux capacités du sol à infiltrer et filtrer l'eau de pluie, et donc de nous éviter les inondations, d'intégrer en fait le cycle de l'eau et de préserver la ressource en eau, et enfin de préserver aussi une partie de la biodiversité et les espèces d'insectes qui regorgent dans les sols et qui sont aujourd'hui à peu près de l'ordre de 65% menacés par l'artificialisation en France. Merci Céline pour ce contexte, puisque c'est en effet ce qui a sous-tendu la volonté finalement d'instituer cette trajectoire. Donc, tous ces enjeux d'écosystèmes et environnementaux sont évidemment majeurs. Alors, au niveau juridique, donc, vous avez l'article L101.2.1 qui rappelle donc quel équilibre doit être finalement préservé pour atteindre les objectifs. Et donc la définition de l'artificialisation des sols, c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, donc altération durable, en particulier donc de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Et donc la renaturation, qu'on appelle parfois aussi désartificialisation, consiste, à contrario, évidemment, à restaurer, à améliorer la fonctionnalité d'un sol pour finalement le rendre à nouveau non artificialisé. Et donc l'artificialisation nette, c'est une soustraction finalement, c'est un ratio, elle est définie comme le solde de l'artificialisation d'une part et de la renaturation d'autre part, constatée sur un périmètre et sur une période donnée. Voilà, donc les objectifs sont fixés et évalués en considérant donc comme artificialiser une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. Et non artificialiser une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisé à usage de culture. Et on verra tout à l'heure, bien sûr, que par voie réglementaire, les textes déclinent ces deux grands groupes de sols, catégories de sols. Alors, ce qui est approfondi, ce qui a été approfondi ces derniers mois, et notamment donc depuis l'adoption d'une loi du 20 juillet 2023, puis de ces 3 décrets d'application qui datent du 27 novembre 2023, c'est l'enjeu de territorialisation des objectifs du ZAN. Donc, au même titre que la planification écologique a été territorialisé dans son approche par la loi APER, notamment donc, en ce qui concerne le développement de la production des énergies renouvelables, vous vous en souvenez, l'approche, la philosophie est la même en ce qui concerne le ZAN. Et une circulaire donc toute récente, du 31 janvier 2024, prend acte, alors c'est assez audacieux quand même, parce que c'est en perpétuelle évolution ce régime-là, mais prend acte de la stabilisation, c'est le terme qui a été employé par le ministre, de l'édifice législatif et réglementaire. Et va donc inviter les services de l'État à vous accompagner dans la mise en œuvre de la réforme. Donc une réforme qui est souhaitée progressive, souple et adaptée par l'ensemble des acteurs et acceptée par l'ensemble des acteurs du territoire. Il s'est agi bien sûr de répondre à un grand nombre d'inquiétudes qui ont été remontées notamment par l'Association des maires de France, par Intercommunalité de France, par d'autres canaux également. Et donc 3 décrets ont été publiés donc dernièrement, le 27 novembre 2023. L'objectif, c'est de concilier la trajectoire de sobriété foncière avec, bien sûr, l'objectif de soutien de la construction durable, en particulier dans les territoires
où l'offre de logement notamment est insuffisante, hein, puisqu'il faut aussi accompagner des évolutions démographiques et aussi une augmentation quand même de la population, hein. On raisonne toujours sur un territoire finalement qui reste le même, hein, évidemment par définition, et il faut aussi concilier un certain nombre d'impératifs démographiques et économiques. Et le lien vers la circulaire figure ici en bas, hein, de cette page 6. Alors, en complément, simplement, ce socle donc a été figé très récemment. Il faut que vous ayez en tête que le Sénat poursuit des travaux, notamment pour améliorer, je dirais, les modèles économiques qui pourront accompagner l'élaboration la tenue de ces trajectoires ZAN dans les territoires. Et à ce titre, tout récemment, hein, ça date de ce début de semaine, fin de semaine dernière, une commission s'est constituée pour mener des travaux très spécifiquement dédiés sur l'analyse et la recherche d'un cadre spécifique qui permettrait d'accompagner financièrement la transition vers la sobriété foncière. Nous vous tiendrons informés, hein, de l'évolution sur ce sujet. Il faut avoir en tête effectivement que les modèles d'aménagement sont extrêmement impactés par, par cette trajectoire qu'il faut mettre en place dans les territoires. Les modèles économiques sont à trouver. Je le représenterai de manière plus précise dans quelques slides. Et donc, c'est un travail très mouvant, un sujet très mouvant. Ce qu'on se disait avec Benjamin avant le début de la présentation, c'est qu'on a présenté les éléments il y a 6 mois. Aujourd'hui, ils sont encore assez nouveaux et beaucoup d'éléments ont évolué. Et ce sera très certainement le cas dans les mois qui viennent. Oui, c'est à chaque fois du sur-mesure, hein, donc en effet, on va le voir ensemble, hein, les calendriers sont eux-mêmes à chaque fois reportés, hein. C'est déjà la deuxième ou troisième fois que les calendriers sont revus parce qu'ils étaient probablement trop ambitieux. Alors là, on a fait figurer un petit historique, en effet, de la notion de gestion économe de l'espace, parce que si la notion de ZAN est assez récente, en effet, Céline l'a rappelé tout à l'heure, la gestion économe de l'espace l'est beaucoup moins, hein. C'est quelque chose qui a été développé depuis une quarantaine d'années, avec notamment les fameuses lois montagne et lois littoral, hein, dans les années 80, bien connues. L'adoption de la loi SRU en 2000, qui a intégré pour la première fois les notions d'étalement urbain, et d'utilisation finalement plus équilibrée des espaces urbains, périurbains, agricoles et naturels. Et puis ensuite, bien sûr, loi Grenelle 2, loi Allure, plan biodiversité, la Convention citoyenne pour le climat, bien sûr. Donc c'est quand même quelque chose qui est finalement un processus de long terme, mais qui aujourd'hui, bien sûr, a été développé de manière beaucoup plus ambitieuse et contraignante également, bien sûr. Alors le constat de l'artificialisation du territoire, on peut en dire un mot. Vous aviez un rapport qui est toujours intéressant à lire aujourd'hui, il date de 2019, mais ses principaux attendus sont toujours d'actualité, de France Stratégie, qui avait dressé un triple constat, c'est-à-dire que la France finalement apparaît plus artificialisée en moyenne que les principaux États membres de l'Union européenne comparables, hein, 22% du territoire est en aire urbaine. Un phénomène qui est finalement plus rapide que la croissance de la population, hein, c'est ça aussi qui a posé un problème, même si on assiste depuis quelques années à un ralentissement de cette hausse, hein, si je puis dire. Donc l'idée, c'est évidemment de renforcer ce ralentissement de la hausse, et puis un rythme élevé qui s'explique notamment par la faible densification des nouvelles constructions, en particulier le logement individuel, qui reste quand même aujourd'hui un modèle convoité par beaucoup de Français. On se souvient d'une polémique il y a quelque temps de la part d'une ministre, et tout ça doit évidemment être pris en compte. Donc là, il y a un certain nombre de sources de données, hein, qui sont disponibles. C'est pas une liste exhaustive, mais il y a en premier lieu, bien sûr, le portail de l'artificialisation des sols, l'Observatoire national, dont vous avez ici le lien Internet. Et puis d'autres sources de données de cartographie qui sont très intéressantes également à recouper.
Alors pour le constat toujours, hein, donc aujourd'hui on a environ 9-10% hein, de la surface qui est artificialisée sur le territoire. 20% correspondent à des sols bâtis, près de 50% des sols revêtus ou stabilisés. Et par type d'affectation, cela représente 28% hein, pour les infrastructures et 42% pour l'habitat. Hein, 42% pour l'habitat. Et c'est surtout la part habitat, justement, qui a cru ces dernières années en en consommant 63% des emprises. Alors, il y a un petit moyen mnémotechnique d'apprécier finalement ce que représente la consommation annuelle d'espaces naturels, agricoles et forestiers, qu'on dénommera ENAF. Ça représente environ 5 terrains de football par heure. Même si, donc, on le répète, hein, il y a une tendance à à une atténuation de cette consommation. Et on constate qu'il n'y a pas de corrélation exacte hein, entre l'augmentation du nombre d'autorisations de construire délivrées et cette artificialisation en hausse, parce que finalement, bien sûr, une partie des constructions se fait sur des terres déjà artificialisées. Hein. Donc on ne peut pas faire une corrélation exacte entre les deux. Et donc une artificialisation qui est plus rapide que la croissance de la population, qui est également inégalement répartie sur le territoire. On verra une petite carte tout à l'heure qui est intéressante. Et on peut ajouter à ce constat un certain nombre d'éléments, notamment le coût du logement en centre-ville, une sous-exploitation du bâti existant, ça c'est un enjeu majeur bien sûr, des contraintes environnementales, la dépollution des sols coûte cher la plupart du temps, ce qui favorise finalement involontairement la présence des friches. Et puis des mobilités qui sont également revues, une fiscalité parfois inadaptée. Donc là, il y a un vrai enjeu sur la fiscalité et l'appui financier, en effet, et puis une augmentation des résidences secondaires. Voilà, entre autres éléments. Entre autres éléments, pardon. Alors, je reprends la main pour vous dresser un retour d'expérience, enfin, pour vous adresser plutôt un retour d'expérience sur la manière dont la problématique liée à l'engagement dans la trajectoire ZAN se traduit dans les projets que nous sommes en train d'accompagner. J'espère que vous pourrez réagir sur cette présentation justement pour nous dire si vous vivez exactement ce contexte-là ou si ça ne vous évoque rien. Ça pourrait être utile pour que nous, on travaille aussi sur nos modalités d'accompagnement. Ce qu'on voit, c'est que dans la question de la sobriété foncière et du ZAN, si on peut essayer de le résumer, alors évidemment, en grossissant le trait, le ZAN, c'est d'abord la limitation de la ressource foncière disponible pour la construction. On contingente d'un côté cette ressource foncière et la limitation de notre impact sur la ressource foncière naturelle et semi-naturelle. Alors, j'entends par semi-naturel le foncier agricole, forestier notamment, que l'on doit préserver. Et donc, la trajectoire ZAN nous amène à contingenter en quelque sorte nos fonciers, avec d'un côté le foncier artificialisé qui sera notre terrain de jeu pour nos opérations d'aménagement, y réaliser nos politiques d'aménagement et un foncier qu'on devra protéger. Ce qui demande en fait d'intégrer dans ce paradigme, avec ces nouveaux paradigmes, d'intégrer que la ressource foncière est limitée, ce qui n'était pas intégré dans nos pratiques classiques de l'aménagement, ou en tout cas assez peu intégré dans nos pratiques classiques de l'aménagement. L'extension urbaine nous permettait d'équilibrer les modèles économiques et donc c'était d'équilibrer les modèles économiques de nos opérations, donc de les rendre plus facilement rentables. Et donc on avait tendance, et une grande tendance à s'engager vers ce type d'action. Ces politiques d'aménagement doivent déjà, dès à présent, intégrer d'autres enjeux que vous rencontrez sur le terrain, qui sont liés aux besoins spécifiques de vos territoires à long terme, et notamment en matière économique, démographique. On ne traite pas les sujets de la même manière là où on subit une forte pression démographique et là où on est plutôt dans un territoire en perte de population, en fonction de la trajectoire économique aussi de son territoire. Les enjeux et les risques climatiques deviennent de plus en plus prégnants. J'ai en tête les territoires du littoral qui vivent d'intenses
période d'inondation avec des difficultés, un retrait du trait de côte, d'autres aussi évidemment liés à la question de l'accès à la ressource en eau et de grandes difficultés à pouvoir approvisionner les populations dans certaines communes très tôt dans l'année en eau, et puis des enjeux évidemment d'équité qui sont de plus en plus prégnants. Trop souvent, le foncier bâti, sur lequel on va devoir intervenir et donc recycler pour pouvoir y réaliser nos opérations d'aménagement, il est trop cher eu égard à l'usage qui y est projeté, que ce soit du logement ou autre, et la valeur du foncier naturel que l'on a vocation à protéger, elle est aujourd'hui assez décorrélée de sa valeur environnementale. Et donc, intégrer l'ensemble de ces enjeux devient essentiel. Une sorte d'interdépendance, de vision globale et intégrée du devenir de son territoire qui doit permettre d'élaborer en fait des programmes d'action forts sur le foncier à très long terme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, nous, ce qui remonte de manière assez prégnante. Ce besoin d'avoir une vision à long terme, d'intégrer un ensemble d'enjeux et de définir en fonction des sols disponibles sur le territoire, euh, de définir une trajectoire souvent coordonnée avec les autres acteurs sur le terrain, définir une trajectoire de l'usage de ce foncier à long terme. Ça sous-entend qu'il y a une partie de ce foncier, de cette ressource foncière, qui doit être sécurisée. Euh, et qu'on doit donc pouvoir disposer aussi d'outils juridiques et financiers pour pouvoir disposer à long terme de cette ressource foncière. Je reviens sur les travaux dont on parlait, engagés du côté du Sénat. Et donc évidemment, ça exige de nouvelles coopérations. Et ce qu'on constate, nous, c'est que la maîtrise du sol est un des sujets qui est au centre des débats et des discussions aujourd'hui, sans pouvoir complètement présager évidemment de comment tout ça évoluera. Pour le foncier artificialisé aujourd'hui, donc si je reprends mes deux jambes, je dirais, de la sobriété foncière. Du côté des collectivités, des acteurs publics, leur objectif, c'est de mettre en œuvre évidemment leur politique publique et de trouver des modèles de financement équilibrés pour pouvoir les mettre en œuvre sur ces fonciers. Du côté des acteurs privés, évidemment, leur objectif, il est d'assurer leur activité et la rentabilité de leurs opérations. Mais comment trouver ces équilibres face à la somme des enjeux que je vous ai exposés précédemment? Eh ben, c'est assez complexe et il faut tenir compte de la situation locale du territoire. Je n'entrerai pas dans le détail, mais je vous l'évoquais tout à l'heure. Euh, Lorsque l'on est en zone tendue ou lorsque l'on est en territoire en déprise. Alors, quand je parle de zone tendue, j'englobe, c'est évidemment des territoires soumis à une pression démographique significative. Euh, les enjeux ne sont pas les mêmes, les actions, et notamment les actions des acteurs publics, ne sont pas les mêmes. Il faut lutter contre la spéculation et mener des actions de régulation dans les zones à forte tension, et puis mener des actions de redynamisation et de cohésion beaucoup plus importantes sur des territoires qu'on a qualifiés ici en déprise. Pour le foncier naturel ou le foncier à renaturer, dans le contexte de la trajectoire ZAN, les objectifs sont les mêmes pour les acteurs publics, c'est de mettre en œuvre les politiques publiques, en assurant en fait la préservation et la pérennité de la ressource naturelle. Et puis du côté des aménageurs et acteurs privés, c'est effectivement assurer la rentabilité, répondre en fait à des enjeux réglementaires qui s'imposent à eux, en matière de protection et de préservation des sols, tout en respectant les équilibres économiques de leurs opérations. Et donc, on va le voir matérialisé pour ce qui nous concerne de deux manières, soit parce que pour ces acteurs, on voit les actions qui sont menées pour la préservation ou la restauration des sols, soit dans un cadre où on répond en fait à des obligations réglementaires, soit dans un cadre où on a décidé sur le territoire de manière volontaire de s'engager dans des actions de préservation. Voilà, on pourra rediscuter de ces éléments de présentation lors de nos échanges questions-réponses. Je te retransmets la main, pardon Benjamin.
Merci beaucoup, Céline. Oui, je me permettais de rebondir sur l'intervention de Monsieur Roger tout à l'heure, Monsieur Vincent Roger. Je partage tout à fait votre avis, hein. Il y a en effet une ambiguïté entre la question de la comptabilisation des bâtiments agricoles en ENAF, puisque en général, ils ne sont pas considérés ces bâtiments comme constituant un espace urbanisé, sauf pour ceux qui sont en continuité d'un espace urbanisé. Donc c'est mais en tout cas, une majorité d'entre eux ne le sont pas, alors que par définition, ils seraient, en tout cas en fonction de la nomenclature actuelle, comptabilisés dans l'artificialisation. Donc c'est une question qui mérite d'être posée et vous faites une conclusion qui me semble de bon sens, hein. Il faudrait soit ne pas les compter du tout, soit partout. Et c'est vrai que ça mérite, c'est une ambiguïté qui mériterait d'être levée, en effet. Alors, l'objectif, justement, de réduction de la consommation des ENAF à horizon 2031, eh bien, ce sont les axes de réflexion les plus prégnants, puisque nous sommes justement dans cette tranche temporelle-là. Et donc, une circulaire du Premier ministre avait été publiée il y a 2 ans, 2022, constatait bien sûr quelles étaient les conséquences fâcheuses de ce phénomène, bien sûr, notamment Céline le rappelait tout à l'heure en matière de stockage de carbone. Et la dernière circulaire, donc du 31 janvier 2024, complète ces constats en développant un axe de travail, un certain nombre d'axes de travail. Donc, tout d'abord, déclinaison des objectifs qui doit se reporter donc dans un premier temps au niveau des schémas régionaux, puis ensuite on respecte la chaîne traditionnelle de hiérarchie des normes, évidemment, avec donc cet objectif intermédiaire de division par 2 du rythme de consommation, par la méthode dite du bilan de consommation effective d'espace, et la territorialisation des objectifs, donc le sur-mesure finalement est annoncé comme indispensable, comme prioritaire. Dans cette optique-là, on va bien sûr prendre en compte des situations ou des objets spécifiques, ce qui n'était pas le cas dans les moutures de textes précédentes. Exemple des AC, par exemple, on y reviendra. Et puis, on va quand même permettre, et là il y a une petite inflexion quand même par rapport à ce que l'on connaissait il y a 2 ans, on va permettre une marge d'appréciation dans l'atteinte de l'ensemble des objectifs fixés, puisque il est fait constat, bien sûr, que jamais, finalement, ou très rarement, la totalité des espaces ouverts à l'urbanisation dans un PLU ne sont en réalité consommés, donc artificialisés, sur la période d'ouverture à la constructibilité. Et donc, finalement, les ouvertures qui sont planifiées au niveau des PLU vont pouvoir, finalement, excéder l'objectif de consommation sur la période, sur la décennie actuelle, et finalement, il apparaît nécessaire de ne pas restreindre finalement aux seuls hectares de la trajectoire de sobriété les évolutions des documents d'urbanisme et d'autoriser donc un dépassement, hein. C'est ce que rappelle la circulaire, avec un seuil de 20% qui a été fixé voilà, de manière plus ou moins empirique, on va dire. Alors les objectifs du gouvernement, bon, il y a un rappel quand même de bon sens, mais qui était probablement bienvenu pour certains, c'est qu'aucune forme urbaine n'est stigmatisée a priori, notamment donc les maisons individuelles. Il va falloir inventer de nouveaux modèles, bien sûr, d'aménagement durable, avec un certain nombre de pistes, bien sûr, réhabiliter le bâti existant, hein. Il y a la question des ORT, des PPA, des dents creuses aussi, hein, bien sûr, engager une lutte contre les logements vacants, priorité à la densification des zones urbaines existantes, mais ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes non plus, bien sûr, en privilégiant les secteurs desservis par les transports, évidemment. Actuellement, on assiste à la désignation. Alors, on n'a pas eu de précision, à ma connaissance, sur ce qui s'est passé depuis quelques semaines. Mais là, c'est vraiment l'actualité. Donc, d'un référent territorial qui va, à l'instar de celui qui a été désigné pour la planification de la production des énergies renouvelables, hein, qui va être chargé finalement de communiquer sur le déploiement des outils d'observation et d'être un interlocuteur privilégié, hein, au niveau local. Ils suivront bien sûr de près l'évolution des schémas régionaux.
Une nouveauté, bien sûr, et très importante, c'est la possibilité de mutualiser. C'est pas tout à fait une nouveauté, c'est un développement, on va dire, de mutualiser la consommation d'espace induite par les projets d'envergure nationale et européenne d'intérêt général majeur. Donc ça, on va bien sûr le développer. Et puis, mobilisation des dispositifs de soutien aux collectivités. On pense notamment au fonds vert. Je profite juste Oui. de la transition il y avait une question où on te demandait de revenir sur la notion de seuil de dépassement de 20%. Et une question sur le quid de la garantie communale. Je pourrais en parler à moins que tu aies des éléments. Alors, la garantie communale, on va en parler tout à l'heure, bien sûr. Et donc, pour réinvestir l'existant, est-il prévu de doter les collectivités de véritables outils permettant de résoudre les problèmes de blocage dus à la durée de traitement des successions? Bah, écoutez, ce n'est pas prévu pour le moment. Ce qui a été quand même assoupli par la loi 3DS, vous en souvenez probablement, c'est le régime d'acquisition des biens sans maître. Il y a eu une réduction des délais, notamment en cas de biens en déshérence en fait, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses en cours en la matière. Il y a des travaux, par contre, côté gouvernement, sur la question du droit de préemption urbain, à essayer de le faire évoluer et notamment le caler un peu plus sur le droit de préemption des SAFER, notamment dans son régime de mise en œuvre. Mais les travaux ont démarré il y a quelques mois. Je crois que ça date d'octobre dernier ou septembre dernier. Et on n'a pas de calendrier à cette date pour savoir quand est-ce que ce sera intégré. La question de l'indivision revient beaucoup dans les discussions que l'on peut avoir avec le gouvernement et notamment pour les territoires en outre-mer, où Oui. le sujet est très prégnant. Voilà, on n'a pas encore d'éléments de réponse, mais par contre, ça fait partie des réflexions. Le sujet est bien mis sur la table. Et pour ce qui concerne la garantie rurale, on va y revenir. Pardon, Oui. j'ai oublié que tu l'avais évoqué. Oui, c'est ça, on va y revenir. Oui, en Outre-mer, c'est tout à fait juste. Il y a beaucoup de problématiques qui sont liées notamment à des occupations illicites dans le cadre du recul du trait de côte. Donc, on sait que l'agence des 50 pages géométriques œuvre beaucoup à ce niveau-là en Guadeloupe et en Martinique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, notamment là-bas, en effet, qui sont assez difficiles à traiter. Alors, le calendrier, c'est donc à nouveau et finalement modifié pour tenir compte des difficultés d'instruction, d'élaboration, de travail. Et donc les régions ont désormais jusqu'au 22 novembre 2024, donc échéance à nouveau repoussée, pour intégrer les objectifs donc dans le schéma régional. Donc le SRADET pour les régions métropolitaines hors Corse et Île-de-France. Et ensuite, donc le SCOT, lorsqu'il existe, bien sûr, et à défaut, les documents locaux d'urbanisme, auxquels on associera également d'autres documents réglementaires, le PDU en particulier, les chartes de PNR, vont prendre en compte les objectifs du schéma. Donc le rapport de prise en compte, vous le savez, c'est le moins contraignant. Il ne faut pas qu'il y ait faut pas que le document inférieur s'écarte de manière substantielle des grands objectifs donc du schéma, et devront être compatibles, ce qui est plus contraignant bien sûr, avec les règles générales de son fascicule. Voilà, pour celles de leur disposition auxquelles ces règles sont opposables. Et cette obligation de compatibilité va impliquer que ces données soient déclinées au niveau des SCOT au plus tard le 22 février 2027 et au niveau des PLU le 22 février 2028. Voilà, donc on a reporté finalement progressivement ce calendrier. Et vous voyez, on va s'approcher finalement, bon an, mal an, de la première étape à 2031, donc de bilan sur la réduction de moitié du rythme de consommation pour ensuite arriver bien sûr à l'horizon final 2050. La question est revenue de nouveau, pardon Benjamin, donc je me Oui, permets bien sûr. d'insister sur le seuil de dépassement de 20%. Alors je me remets peut-être sur la slide Oui, antérieure. C'est oui, alors celle-ci ça, ou la précédente? oui, c'est la 12. Alors le seuil de 20% ne figure dans aucun texte. Pour le moment, c'est simplement la circulaire du 31 janvier 2024 qui y fait référence.
Donc là, c'est pas du tout pour l'instant une contrainte réglementaire. Donc bon, c'est plutôt une trajectoire très informelle pour l'instant qui est donnée par le gouvernement, hein. Je peux passer à la slide suivante. Oui, alors, Ok. on reviendra si vous voulez sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est une notion qui est toute nouvelle et qui pour l'instant n'est absolument pas déclinée dans un texte juridique, hein, quoi qu'il en soit. Et Contrairement, oui. vas-y, pardon, je te laisse Alors, terminer. non, non, vas-y, Céline. On avait une question sur le quid de la non-appropriation du SRADET. Donc c'est une personne qui est en Oui. territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, j'ai quelques éléments d'actualité, mais je te laisse peut-être. Ben, non, mais je t'en prie, Donc, j'essaye d'organiser ma réponse. Oui, bien sûr. Le, le cadre réglementaire avait prévu dès la loi climat et résilience un cas où en réalité la trajectoire ZAN ne serait pas intégrée dans un SRADET. Euh, ce qui se passe dans ce cas, c'est que les obligations se déclinent à la maille inférieure, donc dans les SCOT. Et c'est au niveau des SCOT qu'il faudra intégrer ces trajectoires. Alors évidemment, ça ne permet pas de consolider une vision régionale, mais ça s'appliquera à l'échelle des SCOT. Si réellement euh, la région ne prend pas les engagements, mais j'ai vu quelques publications récentes dans les médias qui informaient qu'en fait la région reprenait en main le sujet et allait intégrer la trajectoire ZAN dans l'élaboration ou la modification du SRADET sur cette région. Euh, si les SCOT de nouveau, n'intègrent pas la trajectoire ZAN, ça se décline au niveau des PLU, PLUI. Il n'y a pas de contrainte quand un SRADET n'intègre pas la trajectoire, en tout cas pas de sanction. Dans les SCOT, c'est différent, c'est-à-dire qu'arrivé à échéance 2027, j'ai plus le calendrier en tête, arrivé à échéance 2027, les SCOT n'auraient plus le droit, si la trajectoire ZAN n'est pas intégrée, en tout cas si une vision, la trajectoire ZAN n'est pas intégrée dans les documents, les SCOT n'auraient pas le droit d'ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation. C'est donc comme ça que la sanction, qu'une sanction pourrait se matérialiser et elle se déclinerait de la même manière dans les PLU, PLUI à partir de 2028, au titre du calendrier qui est prévu dans la loi de juillet dernier, qui peut-être bougera encore, hein. On peut aussi se le Ouais. dire, j'en ai aucune idée, hein, mais peut-être qu'il bougera encore. Euh, L'impossibilité pour les élus de délivrer les permis de construire. Mais ça, tout est prévu, en fait. Tout avait déjà été prévu dès 2021 dans la loi climat et résilience. Ouais, tout à fait. Et monsieur Moulin, en effet, alors on n'a pas d'éléments d'actualité à vous opposer en la matière, mais c'est vrai qu'il va y avoir un télescopage avec bien sûr les élections municipales, hein, de 2026. Donc la logique serait de finaliser en effet les travaux avant les élections. En tout cas, il y a une logique opérationnelle et politique, bien sûr. Alors, la loi du 20 juillet 2023 donc, a institué un certain nombre d'éléments, notamment pour l'instant, c'est une première étape, mais probablement qu'on ira plus loin, hein, dans les années futures avec une refonte, une vraie refonte finalement du DPU, droit de préemption urbain. Et pour l'instant, quand même, on a une possibilité de dédier des périmètres finalement pour l'exercice du droit de préemption urbain. C'est-à-dire que la procédure d'exercice du DPU ne change pas. On est toujours sur l'institution finalement de périmètre DPU dans les zones U et AU du PLU, mais aujourd'hui, une collectivité titulaire de ce droit va pouvoir, par délibération motivée, instituer des secteurs prioritaires à mobiliser au regard donc de leur potentiel foncier majeur. Voilà, hein. Cette prérogative pourra être exercée donc sous le contrôle du juge administratif, comme toujours, au motif justement de l'atteinte des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols. Donc d'une certaine façon, ce sera un nouveau motif d'exercice du DPU et qui sera privilégié finalement et regardé avec bienveillance probablement par le juge en cas de contentieux. Et donc vous voyez ici sur quoi les périmètres peuvent porter. L'article 5 de la loi
donc a tenu compte bien sûr du phénomène du recul du trait de côte et de l'ensemble du régime juridique qui accompagne la recomposition spatiale, et donc finalement vont pouvoir être considérées comme désartificialisées un certain nombre d'emprises dès lors qu'elles ont vocation à être renaturées à terme, hein, dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale. Bon, là il y a une forme de logique finalement et de prise en compte de la réalité. Un nouveau sursis à statuer également est entré en vigueur sous un certain nombre de conditions. Sursis que l'on pourra opposer à une demande de permis de construire susceptible de porter atteinte à l'objectif si le document est en cours d'élaboration, voire même de modification, ce qui n'est pas aujourd'hui autorisé pour les autres cas de sursis à statuer, par le juge en tout cas, et qu'il prévoit donc l'intégration de cet objectif. Donc ça, c'est intéressant quand même de pouvoir finalement permettre un moratoire sur des autorisations de construire en invoquant ces impératifs-là. La loi a également créé des nouvelles conférences dites régionales de gouvernance, donc qui remplacent la conférence de Scott en fait, hein, et elle doit faire justement des propositions en matière de territorialisation. Voilà, hein. Elle doit être installée dans toutes les régions, cette conférence, et finalement, sa composition doit être équilibrée. Les textes précisent, et notamment un des 3 décrets précise la composition, bien sûr. Elle est déterminée par délibération du conseil régional. Et voilà, donc c'est une nouvelle instance, alors qui est consultée notamment pour qualifier les fameux projets d'envergure nationale ou européenne. On en dira un mot tout à l'heure, mais également les projets d'envergure régionale, hein, dans l'objectif de mutualisation. Voilà, elle a également d'autres prérogatives, notamment pour la transmission à l'État des analyses et des propositions, hein, portant sur la mise en œuvre. Voilà, donc c'est une fois les travaux adoptés, on passe assez vite là-dessus parce que c'est vraiment de l'institutionnel, c'est pas le plus intéressant bien sûr, hein. Elle devra établir un bilan en fait de la mise en œuvre. C'est un bilan qui sera recoupé avec les bilans locaux, hein, puisque vous le savez qu'au niveau des SCOT et des PLU, il y a un bilan à 6 ans, hein, qui devra être opéré. Eh bien, en 2027, on aura un bilan au niveau à l'échelon régional qui sera établi par cette conférence et qui remettra au Parlement un rapport en fait, hein. Donc déjà 2027, on sera un tout petit peu avant la dernière échéance applicable au PLU. Finalement, eh bien, on aura normalement, bien que le calendrier puisse en effet encore évoluer, mais on aura normalement un premier bilan intéressant. Alors, une des nouveautés également de cette loi, ça c'est très intéressant, c'est la prise en compte de la renaturation, puisque désormais on va pouvoir comptabiliser la transformation effective d'espaces urbanisés ou construits en ENAF du fait d'une renaturation, qui viendrait donc ainsi en déduction de cette consommation. Ce n'était pas prévu, hein, jusqu'à présent, et en effet c'est quelque chose qui a été soulevé assez régulièrement comme étant un grief et un vrai problème, une vraie carence dans le texte, puisque finalement les territoires les plus vertueux, qui s'étaient engagés finalement dans une trajectoire de réduction, ne pouvaient pas jusqu'à présent bénéficier finalement de ces actions, puisque les droits à construire, finalement, l'incidence sur les droits à construire ne prendrait effet qu'à partir de 2031, finalement, hein. Donc c'est cette carence qui normalement doit être corrigée, au moins en partie, par cette réforme. Voilà, hein. Et puis, on vous a également laissé un certain nombre d'éléments qui sont un petit peu plus anciens, qui datent de 2022, mais qui sont toujours intéressants à consulter, hein, sur un soutien financier à renforcer, une ingénierie également à développer. Il y a un rapport donc qui date de juin 2022 qui proposait un certain nombre d'orientations. Elles sont toujours d'actualité, ces orientations. Et puis le Conseil des prélèvements obligatoires avait rendu un rapport en octobre 2022 qui reste aussi encore d'actualité, même si vous l'avez certainement constaté, on a eu des
petite modification à la marge du régime des taxes d'aménagement. Là, c'est vraiment du sur-mesure qui vise finalement à accompagner un tout petit peu mieux la trajectoire, mais il va falloir probablement aller beaucoup plus loin en termes fiscal, hein. Et donc une adaptation souhaitée de la fiscalité, hein, en page 21, eh bien, notamment 20 propositions ont été faites par l'AMF au mois d'octobre, hein. Vous avez ici le lien vers le document, c'est très intéressant. Et la plupart de ces propositions, d'ailleurs, recoupent celles qui ont été proposées par Intercommunalité de France, notamment donc sur la mise de la fiscalité au service du ZAN. L'association recommande notamment la suppression de l'exonération obligatoire pendant 2 ans de 40% de la taxe foncière sur la propriété bâtie, hein, sur la construction neuve, évidemment, qui est jugée par définition peu compatible avec l'objectif, et puis une taxe d'aménagement qui pourrait finalement être mieux mise au service du ZAN, hein, pas simplement par des ajustements cosmétiques, mais par une vraie refonte de son assiette notamment et de ses taux. Voilà, hein. La taxe sur les friches commerciales également pourrait être un peu plus incitative aussi. Voilà, donc ça, ce sont des grands enjeux parce qu'on voit finalement que le réglementaire a précédé finalement l'appui financier, hein. Et donc, ce décalage de calendrier peut quand même aujourd'hui poser un certain nombre de questions. Donc, le grand chantier à ouvrir probablement dans les années qui viennent, puisqu'il y a une stabilisation du droit de l'urbanisme, c'est quand même l'adaptation de la fiscalité. Alors, l'observation, la reconnaissance des emprises, hein, donc ça, c'est la trajectoire donc de cette décennie 2021-2031. Donc, l'un des décrets récents établit donc une nouvelle nomenclature, donc des sols artificialisés, ainsi que l'échelle. Ça, c'est une nouveauté, hein. Il manquait jusqu'à présent dans les décrets précédents l'échelle d'appréciation. Et donc ce décret va détailler les diverses catégories. Alors ces catégories ont été augmentées en nombre pour tenir compte d'un certain nombre de doléances. Et vous avez ici, alors c'est pas très lisible, hein, bien sûr, mais vous avez bien sûr le texte en référence pour pouvoir aller le consulter sur Légifrance. Donc la nouvelle nomenclature, qui est pour l'instant essentiellement informative, hein, puisque vous le savez, elle ne sera finalement, elle n'entrera en vigueur de manière très effective qu'à compter de la deuxième décennie, hein, à compter de 2031. Mais on voit ici notamment que les nouvelles surfaces ont été prises en compte, notamment les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parcs ou de jardins publics, hein, en fait, hein, qui peuvent être qualifiées comme des surfaces relevant des catégories 9 ou 10, donc à partir des mêmes seuils de référence applicables, et puis peuvent être considérées également comme des surfaces non artificialisées, donc au même titre que celle-ci, les surfaces sur lesquelles seront implantées des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque. Voilà, hein, sous certaines conditions, hein. C'est quelque chose qui est décliné dans un décret du 29 décembre 2023. Voilà, hein, vous avez la référence ici. Et donc ces surfaces pourront être qualifiées au gré de leur usage comme des surfaces relevant des catégories 6, 7 ou 10. Voilà, hein. Bon, pour l'instant, encore une fois, cette nomenclature reste assez indicative puisqu'elle est revue très régulièrement, hein. C'est déjà la 3e fois finalement que le décret est revu et on peut gager qu'il y aura encore de nouvelles moutures d'ici 2031. Voilà, hein. Alors, on tient désormais compte un peu plus de certains types d'aménagements, notamment les ZAC, bien sûr, hein. Il a fallu là aussi être pragmatique parce que beaucoup de questions avaient été posées par les élus. Et donc, aujourd'hui, on convient que la comptabilisation doit suivre un certain nombre de principes. Donc, pour une opération d'aménagement qui est prévue sur tout ou partie d'un ENAF, l'élément déclencheur de la comptabilisation ne sera pas l'acte de création de la ZAC, mais bien le démarrage effectif des travaux. Donc là, on harmonise finalement avec les éléments déclencheurs, les faits générateurs que l'on connaît par ailleurs. Voilà, hein. Puis on tient compte aussi, hein, vous le voyez ici, du temps, bien sûr, de réalisation des travaux qui est souvent un temps long, bien sûr.
Voilà, donc cette nouvelle nomenclature, hein, on le rappelle, donc effective qu'à partir de 2031. Donc pour la première tranche, on parle donc on se fondera uniquement sur la notion de consommation d'espace. Nomenclature qui n'a pas pour objet de s'appliquer au niveau d'un projet, bien sûr, pour lequel donc l'artificialisation induite est appréciée au regard de l'altération durable des fonctions écologiques et du potentiel agronomique du sol. Voilà. La consommation d'espace, elle est définie comme étant la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire. Création ou extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire. Donc c'est la fameuse notion d'étalement urbain, en fait, hein, qui est ici visée. Et donc désormais, la renaturation, ça c'est important, qui peut être comptabilisé en déduction de cette consommation. Je pense que ça fait partie des éléments les récents les plus intéressants, probablement. Voilà. Alors la carte qui apparaît ici est assez pédagogique, hein, sur la typologie des consommations d'espace, puisque vous avez donc alors on a notamment les territoires, je dirais, les moins vertueux sont ceux qui apparaissent en orange, hein, puisque ce sont les territoires qui ont consommé beaucoup d'espace, mais avec une efficacité faible, hein. Donc là, les petites zones en orange, hein, on le voit notamment dans le sud de la Touraine, dans l'est du Poitou. Là, en effet, il y a des enjeux à ce niveau-là. Les territoires en rouge correspondent pour une grande part, vous le constatez, à la fameuse diagonale du vide, hein. On va des Ardennes jusqu'à la Creuse. Et là, on a en effet une faible consommation d'espace, mais corrélée à une faible efficacité. Alors que les territoires en bleu sont finalement les plus efficients, hein. On a un niveau de consommation faible et une efficacité forte. Voilà, donc on le voit notamment en zone alpine. Et puis donc la documentation. Alors je ne saurais trop vous conseiller les fameux fascicules. Vous en avez 4 ici qui sont extrêmement bien faits, qui sont très développés, qui ont été publiés. Chacun porte sur un thème, hein. Il y a un fascicule qui porte sur la notion de consommation d'espace, d'autres sur l'aspect réglementaire. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de très, très utile. Et puis également, bien sûr, en premier lien, la page d'accueil du portail de l'artificialisation, bien sûr, hein. Benjamin, on nous questionnait Oui. sur la source de la carte, la typologie. Alors, la source de la carte, je pense, oui, je ne l'ai pas indiqué, probablement dans l'un des fascicules. Probablement. Je ne saurais plus vous dire, ou à moins que ce soit peut-être sur le portail de l'artificialisation. Ou un site du CEREMA. Vous voyez, en tout cas, c'est une source officielle, ça c'est sûr, et c'est peut-être le CEREMA. Et donc, on a également une définition nouvelle depuis le mois de décembre de la notion de friche, finalement, parce que paradoxalement, le Code de l'urbanisme ne définissait pas la friche. Donc désormais, il y a une définition officielle, donc opposable, bien sûr, aux pétitionnaires. Définition de la friche, donc tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Et donc, on doit tenir compte donc, notamment de l'un des éléments suivants, article R111-54. Hein, donc une pollution identifiée, par exemple, pour laquelle le responsable du site a disparu ou est insolvable, eh bien, c'est un critère parmi d'autres, éventuellement, d'identification d'une friche. Sachant que ne peuvent pas être considérés comme des friches les terrains non bâtis à usage agricole ou forestier, hein. Donc, ces emprises-là, heureusement d'ailleurs, et fort logiquement, ont été extraites de la notion de friche. Alors j'ai peut-être Céline souhaites-tu intervenir sur la question des exemples concrets d'opérations de renaturation, la question qui nous est posée?
Alors, je suis en train de préparer la réponse. Je ne l'ai pas D'accord, sous la main. très bien. J'ai questionné une collègue qui suit les sujets renaturation. J'espère avoir la réponse avant la fin de la D'accord, séquence, sinon je vous glisserai dans le fil de discussion. avec plaisir. Et le nouveau sursis à statuer, donc peut-il porter sur un PCAMI ou sur des projets de plus grande ampleur uniquement? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de précision hein, dans le texte finalement sur la nature des opérations concernées. Donc, sauf finalement modification ultérieure du texte, finalement, on peut envisager en effet d'opposer un sursis à statuer sur un PCMI. Alors, donc la territorialisation, on y vient avec donc des nouvelles notions qui étaient attendues, donc notamment les peines, on va les appeler comme cela, hein, un acronyme donc nouveau d'intérêt général majeur. Donc c'est la prise en compte effectivement de la consommation des projets d'envergure nationale ou européenne, qui sera donc désormais comptabilisée dans le cadre d'un forfait au niveau national et non plus au niveau régional ou infrarégional. Évidemment, là aussi, il a été tenu compte d'un certain nombre de constats de bon sens, c'est que, bien sûr, des projets de niveau national, eh bien, consommer l'enveloppe régionale de manière indue et pouvaient finalement engendrer des inégalités de traitement manifestes. Et donc, ces projets seront listés par un arrêté. Alors, cet arrêté, à cette date, n'a pas été publié, hein, ça sera dans les semaines ou les mois qui viennent, en fonction de catégories qui, elles, ont été définies par la loi. Hein, sachant que la notion d'intérêt général majeur, pour l'instant, n'est pas définie juridiquement. Hein, on se rapproche finalement de l'impératif, de la notion d'impératif que l'on connaissait en matière d'énergie renouvelable, mais l'intérêt général majeur n'est pas défini. Donc, par contre, la loi de 2023 dresse déjà la liste des projets qui pourraient être considérés, vous voyez, potentiellement, les grandes catégories. Exemple, travaux de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse ou des opérations intéressant la défense nationale, et donc toutes ces catégories figurent de manière limitative dans l'article 3. Et donc, ces projets seront sortis des enveloppes régionales de droit à artificialiser, et donc on a un forfait qui a été fixé donc à 12 500 hectares pour l'ensemble du pays, 10 000 mutualisés entre les régions couvertes par un SRADET, sachant que désormais toutes les régions sont couvertes par un SRADET, au prorata de leur enveloppe bien sûr dédiée. Et on a 2500 hectares donc pour les régions couvertes par le SDRIF, donc Île-de-France, les SAR, c'est l'outre-mer, et le PADUC pour la Corse. Et donc, il est prévu d'ailleurs qu'en cas de dépassement du forfait, eh bien, le surcroît ne soit pas imputé sur l'enveloppe locale. Alors, vous voyez, c'est intéressant, hein, les précisions sont apportées par la circulaire. Les régions couvertes par un SRADET ont consommé de l'ordre de 224 000 hectares donc entre 2011 et 2021, donc la période de référence. Et la loi fixe un objectif de réduction de moitié. Donc, on serait aux alentours de 112 000 hectares. En réservant un forfait national de 10 000 hectares, eh bien, le plafond de consommation sera de 102 000 hectares, donc 102 sur 224, c'est-à-dire une réduction de 54,5%, pour être précis. Donc, en raison de l'existence de ce forfait national, on passe à un objectif de 50 à 54,5%. En fait, hein, voilà le raisonnement mathématique qui a été adopté hein, pour comprendre finalement ce chiffre de 54,5. Alors, l'un des 3 décrets a également mis en place une autre instance. Comme souvent, il y a peut-être une inflation hein, dans le nombre de nouvelles instances. Commission régionale de conciliation. Alors, celle-ci est créée également dans chaque région et elle va être chargée donc, de régler un certain nombre de différends qui pourraient survenir sur l'identification de ces fameux projets. Hein, elle sera vraiment dédiée à ce sujet-là. Elle pourra être saisie par la région en cas de désaccord avec l'État sur la liste justement de ces projets lorsqu'elle sera déclinée par un arrêté ministériel. Et elle pourra émettre également une proposition qui sera notifiée au ministre. Voilà donc cette commission régionale de conciliation qui est instituée.
Et donc la fameuse garantie communale, on l'évoquait tout à l'heure, donc c'est l'article 194 de la loi climat et résilience qui a été modifié au mois de juillet. Donc désormais, une commune, excusez-moi, qui est couverte par un PLU ou document en tenant lieu, hein, c'est la formule consacrée, donc c'est PLU, PLUI ou même carte communale, prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026, ça laisse un petit peu de temps, ne pourra pas être privé par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs d'une surface minimale de consommation d'ENAF. Et donc pour cette première tranche, vous le savez, cette surface est fixée donc de manière uniforme à 1 hectare. Alors de manière uniforme, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte ni du nombre d'habitants, ni de la superficie du territoire communal. Et Dieu sait s'il y a une hétérogénéité en la matière, c'est un forfait finalement homogène. Et par contre, il sera possible de mutualiser cette garantie à l'échelle intercommunale, après avis de la conférence des maires, ou du bureau si l'ensemble des maires en font partie. Alors vous avez une spécificité, vous le voyez ici pour les communes nouvelles, puisqu'on tient compte bien sûr de l'existence des communes déléguées. Et ces dispositions s'appliquent sans préjudice des modalités de comptabilisation de la consommation. C'est-à-dire que même si on met en œuvre, si on utilise cette garantie, eh bien, ça ne changera rien au mode de comptage de la consommation des NAF. Autre élément également, des communes, ça arrive, qui sont entièrement urbanisées, ne pourront pas utiliser cette garantie finalement, elle ne sera pas applicable. Hein. Et les communes au RNU qui n'ont pas prescrit ou arrêté un document d'urbanisme avant cette échéance, donc 22 août 2026, ne bénéficieront pas de cette garantie communale. Donc vous voyez, implicitement ici, on a encore une fois un texte plutôt dissuasif qui, ou à contrario incitatif, ça dépend de notre point de vue, pour encourager et inciter bien sûr les communes à élaborer un document d'urbanisme. Donc le bénéfice de cette garantie n'exonère pas du respect ni des dispositions du Code de l'urbanisme, ni des servitudes ou périmètres de protection environnementale, agricole ou forestière en vigueur, et elle ne peut pas être opposée non plus, cette garantie, à la mise en œuvre et au respect du RNU. Voilà, hein, donc c'est une garantie vraiment ouverte aux communes couvertes par un document local d'urbanisme. Je regardais si on avait peut-être des questions à ce sujet. On a une Alors question sur la oui, garantie communale, pardon. Quelqu'un oui, demandait, j'ai cru lire que la commune doit justifier. Ah, le fil va trop vite. oui, J'ai pardon. cru lire que la commune doit justifier d'un projet pour obtenir la garantie communale. Pour en bénéficier, pardon. Moi, je ne crois pas avoir lu ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Céline. Ne semble pas qu'on doive justifier en fait d'un projet. En fait, hein, c'est une enveloppe qui peut être utilisée finalement, mais il n'y a pas de motivation à apporter à la décision, me semble-t-il. Non, il faut simplement que les capacités constructibles de la commune soient, enfin que sur Ouais. voilà, soit constatées en fait, hein, mais Mmh. donc en Oui, c'est adéquation ça. avec la documentation de ce que tu évoquais, mais pas plus, Oui, tout à fait. à ma connaissance. À ma Peut-être connaissance non plus, en effet. Hein, donc oui, alors conformément bien sûr à la planification des sols qui a été décidée, donc notamment au document local d'urbanisme, bien sûr. Oui. Alors Après, j'ai un tout petit oui, témoignage, pardon, oui, bien sûr. sur la garantie communale et dans le cadre de l'élaboration, révision des SRADET. Ce qu'on voit remonter du terrain, c'est sur certains territoires, pas tous évidemment, mais des discussions et des sortes de mutualisation de cette garantie communale de manière intégrée à des échelles, soit SCOT, voire plus. Une commune qui n'aurait pas moyen ou utilité à disposer de cette garantie, qui la céderait à une commune voisine pour pouvoir disposer d'une garantie plus importante. Oui. Oui, ça sera intéressant. Donc en conférence des maires, à l'échelon intercommunal, ce seront des débats riches, en effet, qui sont attendus en la matière, bien sûr. Hein, il faut raisonner à l'échelon intercommunal et à l'échelon du SCOT, parce que c'est comme le disait très bien tout à l'heure Céline, c'est vraiment le SCOT est probablement l'échelon le plus pertinent
pour réfléchir à cette trajectoire, en fait, ici. Hein. Alors, quid des communes qui sont sous PLU, mais dont une partie de ce dernier a été annulée par le tribunal administratif et qui, de toute façon, si le PLU a été annulé en tout ou partie, eh bien, vous le savez, comme vous le dites à juste titre d'ailleurs, eh bien, il y a une réinstitution partielle, en l'occurrence du RNU, eh bien, il faudra que l'ensemble du territoire communal soit couvert par le PLU à la date donc de 2026 pour que cette garantie puisse être mobilisée. Voilà, hein. Donc une commune couverte par le PLU, ça sous-entend finalement implicitement que l'ensemble du territoire le soit. Alors, la déclinaison au niveau des schémas régionaux, donc là, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Hein, donc on rappelle hein, que le schéma régional, donc le SRADET notamment pour les régions de province, comme on dit, ou hors Île-de-France, eh bien, est composé donc d'un rapport d'objectifs avec un lien de prise en compte, on le rappelle, et d'un fascicule de règles qui s'impose au document inférieur avec un lien de compatibilité. Et donc les objectifs sont traduits par trajectoire de 10 ans et entre les différentes parties du territoire régional. Donc la loi fixe les modalités de déclinaison des objectifs par tranche de 10 ans. Et donc là, vous avez en rouge les nouveautés issues de l'un des 3 décrets du mois de novembre qui ont été donc ajoutées à l'article R4251-3 du Code général des collectivités territoriales. Donc on parle désormais de prise en compte des efforts de réduction déjà réalisés, évalués compte tenu du nombre d'emplois et de ménages accueillis par hectare consommé ou artificialisé. Donc une meilleure adéquation que ce que les textes prévoyaient jusqu'à présent par rapport finalement aux mobilités et aux enjeux démographiques et également économiques, de développement économique du territoire. Et puis ont été ajoutés donc 2 items à l'article. La question de l'adaptation des territoires exposés soit à des risques naturels, soit spécifiquement au recul du trait de côte, qui est aussi un risque naturel en l'occurrence, et puis les enjeux de maintien et de développement des activités agricoles, hein, ce qui étonnamment ne figurait pas dans le texte précédent. Et donc au niveau de ces schémas régionaux, des règles différenciées vont être définies, ça c'est très important. Hein. La territorialisation, finalement, elle s'apprécie essentiellement ici, en fait. Hein. Et donc, le SRADET va pouvoir fixer une cible chiffrée d'artificialisation nette, hein, une cible chiffrée dès à présent, à l'échelle infrarégionale. Donc ensuite, au niveau des SCOT et des PLU. Avec donc la possibilité de prévoir une part réservée pour des projets d'envergure, cette fois-ci non plus nationale ou européenne, mais régionale, dont la consommation pourra être ou sera mutualisée au niveau régional. Voilà. Hein. Donc ça, c'est au niveau du fascicule du SRADET, finalement, que ces projets seront listés. Voilà, avec des spécificités, vous voyez ici, pour le PADUC, les SAR et le SDRIF. Donc, si... Benjamin, Oui, pardon. je me permets de t'interrompre. Il y a une question qui revient sur Ah, la garantie communale. Alors, je suis pas sûre de complètement comprendre la question, mais comment cela se passe quand le cumul de la garantie communale dépasse le nombre d'hectares projetés, les 50% consommés? Alors moi, je peux déjà apporter une réponse. On doit se placer dans une maille régionale pour identifier cette trajectoire. Pour mémoire, on doit réduire sur une région de moitié le niveau d'artificialisation de cette décennie 2020-2030 par rapport à ce qu'il a été de 2010 à 2020. Et donc ça va être comptabilisé et mutualisé à l'échelle de la région. Et c'est comme ça que c'est comptabilisé. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à cette maille-là, et pour l'objectif 2030, il n'est pas prévu par les textes de sanctions si les régions n'ont pas atteint réellement ce seuil, en tout cas n'ont pas réduit de 50% leur taux d'artificialisation en 2030. Ce qui se passera, c'est simplement qu'il y aura un report sur l'échéance 2030-2040 de ce qu'il manquait pour atteindre la trajectoire en 2050. À ce stade, en tout cas, pas de sanctions prévues. J'espère avoir répondu à la question, parce que j'ai vu qu'elle a été relancée 2 fois. Tu as peut-être des compléments, Benjamin? non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Céline.
pour la mise en œuvre de cette garantie à hectare, si on bascule une parcelle de N en U, quelle serait la procédure d'évolution du PLU? Là, de toute façon, vous reprenez les dispositions de droit commun en matière d'évolution du PLU. Donc, tout va dépendre, bien sûr, là notamment du pourcentage de transformation. Donc, on est sur la modification ou de la révision simplifiée, probablement ici. Il faudrait vérifier au niveau des textes, mais il n'y aura pas de nouveauté à ce niveau-là. Tous les textes procéduraux portant sur l'évolution d'un PLU demeurent les mêmes en la matière. Donc, voilà, il n'y a pas de changement. Il y a de nouveau une question, mais ça revient sur la question de la trajectoire et de quid quand on n'arrive pas à atteindre ce qu'il faut regarder. Donc là, la question très précise est un territoire de 33 communes ayant consommé 40 hectares dans la décennie précédente aura droit à 20 hectares avec la garantie communale 33 hectares. Alors, j'ai pas fait les calculs et c'est à la maille régionale que ça va se discuter parce qu'en réalité, ce qu'on va regarder, c'est diviser par 2 le total d'artificialisation de la région Bretagne et pas forcément à l'échelle de l'EPCI. Alors évidemment, ça va se décliner, mais c'est l'objet de discussion et de négociation entre les acteurs du territoire qui vont permettre de rééquilibrer. Il se peut qu'en fonction des besoins et des pressions territoriales, certaines intercommunalités soient plus en mesure et des décisions qui seront prises, certaines intercommunalités soient en mesure d'artificialiser beaucoup plus et d'autres beaucoup moins parce que ça répondra à la trajectoire ZAN du territoire. Absolument. Et c'est en effet, ce sera tout l'enjeu de ces débats au niveau régional. Donc on comprend bien ici finalement que dans un certain nombre de territoires, puisqu'on va raisonner à échelle régionale, eh bien on ne pourra pas, toutes les communes ne pourront pas finalement mobiliser leurs garanties. Puisque ce faisant, finalement, on dépasserait, comme vous le prenez comme exemple, on dépasserait finalement l'objectif régional. Donc tout ça sera l'enjeu de débat. Il faudra en effet qu'un certain nombre de communes acceptent, dans le cadre de ces discussions, finalement, portées aussi par les EPCI probablement, de ne pas utiliser la totalité de leur enveloppe de cette garantie, bien sûr. Et donc, on revient à ce que l'on évoquait. Donc, si les schémas n'ont pas été modifiés ou révisés avant le 22 novembre 2024, calendrier actuel peut toujours évoluer bien sûr, eh bien, une baisse uniforme, autoritaire, de 50% s'appliquera à tous les SCOT et en l'absence de SCOT au PLU, PLUI, carte communale, donc sur la période 2021-2031. Voilà. Par contre, en Outre-mer et en Corse, les documents d'urbanisme, même s'il y a moins de contraintes, seront quand même tenus d'évoluer pour intégrer les objectifs dans le calendrier prévu, donc 2027 et 2028. Voilà, donc les déclinaisons au niveau du SCOT, là, il n'y a pas d'évolution dans les textes. Ce sont toujours ceux qui sont dont vous avez la référence ici. Donc un certain nombre de grands principes devront être finalement poursuivis et de manière, je dirais, concertée. Donc il faut tenir compte notamment des projets d'intérêt communal ou intercommunal, et puis des besoins en matière de logement et d'implantation d'activités économiques. Donc tout ça demeure de toute façon et figuré déjà dans les textes depuis quelque temps. Et donc les sanctions entre guillemets, Céline l'évoquait tout à l'heure, eh bien si le SCOT n'intègre pas d'objectifs de réduction compatibles avec les schémas avant le 22 février 2027, eh bien les ouvertures à l'urbanisation seront suspendues. Donc vous voyez, c'est quand même assez lourd de conséquences. Et en ce qui concerne les documents locaux, eh bien, aucune autorisation d'urbanisme ne pourra être délivrée dans une zone à urbaniser du PLU ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées. Donc voilà, sachant que les PLU devront être compatibles avec le SCOT, donc le document immédiatement supérieur, et à défaut de SCOT, directement avec le schéma régional. Donc tout ça, toute cette trame-là également n'a pas été revue. Et donc les SCOT, ou en l'absence de ceux-ci, les PLU, devront être mis en cohérence et intégrer l'objectif lors de leur première révision ou modification, à compter de l'adoption de la révision ou de la modification du schéma.
Voilà, donc avec une analyse qui intervient tous les 6 ans au niveau des SCOT et au niveau également du PLU, du PLUI. Alors, un point important aussi, c'est que on récompense finalement les efforts, heureusement. Eh bien, les documents d'urbanisme qui auraient été élaborés ou modifiés avant l'entrée en vigueur des schémas territorialisés et qui seraient compatibles avec les objectifs de réduction prévus donc par le document supérieur, schéma régional ou SCOT, n'auront pas à être modifiés. Hein, donc ça concernera notamment des documents qui auraient été révisés ces dernières années, hein, entre 2021 et aujourd'hui, et qui auraient anticipé cette réduction. Moins de formalisme pour ces endroits-là, ces territoires-là. Voilà, d'autres, on vous a également en page 41, où notre pagination a évolué, parce qu'on a intégré d'autres pages, mais on vous a également indiquer un certain nombre d'autres déclinaisons dans les documents d'urbanisme au niveau du PADD. Le fait également, c'est important, que pour satisfaire l'objectif, eh bien, la procédure de modification simplifiée pourra être choisie. Évidemment, si vous n'avez pas d'autres éléments à intégrer, dans ce cas-là, on revient au droit commun, donc ça peut être une modification, une révision simplifiée, une révision tout court. Mais si vous ne faites que ça, s'il ne s'agit que de satisfaire à l'objectif ZAN, dans votre PLU, vous pourrez utiliser la modification simplifiée, ce qui est plutôt encourageant. Voilà. Et puis donc d'autres outils mobilisables, en effet, on vous a indiqué un certain nombre d'outils qui existent dans le code de l'urbanisme et qui peuvent finalement accompagner la réduction de consommation, la majoration des droits à construire. Ça a à voir avec la densification, bien sûr, urbaine, les inventaires obligatoires des ZAE, qui est obligatoire désormais, vous le savez, pour les EPCI à fiscalité propre, et qui vont permettre d'améliorer quand même la connaissance de l'état de vacances des cellules commerciales dans les ZAE. Ça, c'est quand même important. Mobilisation, bien sûr, accrue peut-être des établissements publics fonciers. Utilisation des moyens d'intervention renforcés. Vous avez les projets partenariaux d'aménagement, les grandes opérations d'urbanisme également. Et puis, la commission de conciliation départementale et qui peut être saisie également pour appui. Alors, il y a un point quand même important à souligner et qui figure donc dans le décret du 27 novembre, dans l'un des 3 décrets, c'est qu'une autorisation d'urbanisme qui serait conforme à votre PLU, un PLU qui aurait fixé justement des objectifs de lutte, eh bien, ne pourra pas être refusée au motif qu'elle serait de nature à compromettre le respect de ces objectifs. Donc aujourd'hui, peut-être que ça évoluera ensuite à partir de 2031, mais aujourd'hui, juridiquement, on ne peut pas refuser un permis de construire conforme à votre document d'urbanisme au motif que le projet serait de nature à compromettre le respect des objectifs. Donc ça, c'est quand même important. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'opposabilité aux demandes de permis de la trajectoire de réduction de la consommation des ENAF. Et puis, voilà, donc là, des petits éléments informatifs également, puisque la DCF, Intercommunalité de France aujourd'hui, plaide pour l'échelon du PLUI. Si cela vous intéresse, le lien vers l'article figure ici. L'association expliquait que c'est le PLUI qui permet, bien sûr, de mutualiser les possibilités d'artificialisation et de renaturation, pour les répartir finalement librement sur le périmètre intercommunal qui est beaucoup plus pertinent la plupart du temps que l'échelon communal. Autre nouveauté également, vous avez la référence ici, donc un décret du mois de novembre, l'un des 3 décrets là également, qui finalement détermine quels seront les indicateurs et les données à faire figurer dans le rapport triennal, puisque dorénavant, eh bien, le maire ou le président de l'EPCI compétent devra présenter à l'organe délibérant au moins une fois tous les 3 ans un rapport donc relatif à l'artificialisation des sols constatée au cours des 3 années, au cours des années civiles, des années civiles précédentes. Au moins une fois tous les 3 ans, donc au moins au cours des années civiles précédentes.
Donc avec un débat et un vote, hein, bien sûr. Et alors il n'y a pas d'obligation pour les communes soumises au RNU, mais finalement, ces communes devront quand même malgré tout poursuivre l'objectif de réduction. Alors certes, elles ne pourront pas bénéficier de la garantie communale, mais elles sont concernées aussi au même titre par l'objectif de réduction. Et donc finalement, la logique, c'est également que ces communes établissent ce rapport. Alors, en matière d'urbanisme commercial, je vais simplement vous signaler un changement. Le reste du régime n'a pas évolué, hein. On vous l'a maintenu dans le diaporama puisque c'est toujours en vigueur. En fait, la seule nouveauté qui est issue d'un décret du 27 novembre, c'est la question des regroupements de surfaces de vente. Voilà, c'est une diapositive un petit peu plus loin. Voilà, encore un petit peu après. Voilà, c'est ici, hein. Donc les regroupements de surfaces de vente de magasins qui sont situés dans le périmètre d'une GOU, grande opération d'urbanisme, et donc qui comportent la transformation d'une ZAE pour en favoriser la mixité fonctionnelle, eh bien, ne sont pas ces regroupements soumis à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'ils remplissent un certain nombre de conditions cumulatives. Voilà, hein, que vous voyez ici, et notamment au motif qu'ils n'engendreraient pas une artificialisation des sols. Voilà donc la seule modification réglementaire en matière d'urbanisme commercial. Alors, on va peut-être regarder ensemble vos dernières questions. Donc, dans le cas de propriété avec de grands terrains, un maire peut-il s'opposer à la parcellisation du terrain en invoquant la ZAN? Alors, vous voyez, hein, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il y aura donc une déclaration préalable de division, voire un permis d'aménager, hein, selon les cas, qui sera déposé. Eh bien, on ne pourra pas s'opposer à cette demande au seul motif que la parcellisation du terrain pourrait éventuellement contrevenir à la trajectoire ZAN. Alors, y a-t-il une répartition de l'enveloppe nationale par région? Non, pas pour l'instant. On a un forfait national qui est à 10 000 hectares pour l'ensemble des régions couvertes par le SRADET, par un SRADET, mais il n'y a pas de déclinaison au niveau des régions. Simplement, ce qui était indiqué dans les textes, c'était au prorata de leur enveloppe d'artificialisation définie au titre de la période 2021-2031. Donc finalement, là aussi, ça fera partie des débats, en fait, et de ce qui sera débattu, notamment en conférence, hein, finalement, pour que la proratisation se fasse, je dirais, de manière cohérente. Mais il n'y a pas de forfait strictement défini à l'hectare près, région par région. Voilà, donc là, des témoignages intéressants. La projection territoriale du nombre d'hectares nous a été transmise par notre SCOT, nous dit Alexia. Elle intègre donc les éléments du SRADET. Alors, il y a encore, en effet, beaucoup de travail, hein, ça c'est sûr. Alors oui, oui, il va falloir compter sur la renonciation de certaines interco communes. Il va falloir être optimiste, en effet, mais les débats peuvent être assez houleux, hein. Ça, c'est bien possible, probable même. Alors, la garantie communale est garantie, oui, vous avez raison, mais elle est garantie juridiquement. C'est-à-dire que chaque commune a le droit de l'utiliser. Simplement, si chacune des communes l'utilise, eh bien, dans un certain nombre de circonstances, les trajectoires de réduction de la consommation ne seront pas atteintes. Hein, donc, je me suis peut-être pas bien exprimé tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire. Simplement, politiquement, il serait, dans un certain cas, pertinent de ne pas les utiliser. Hein, et la garantie, elle est acquise, bien évidemment, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Hein, donc, c'est ça, en fait, hein, que je voulais signifier tout à l'heure. Hein.
Il y a une question, Benjamin, sur la date. À partir de quand il va falloir produire des rapports triennaux, a priori, à partir d'août prochain. Oui. Euh, j'ai pas les éléments sous la main, moi, mais tu as peut-être la réponse. Non, Mais c'est ce que quelqu'un a j'avais apporté la réponse. également. Oui, Marie a apporté une réponse. ouais. Oui, oui, c'est ce que j'ai à l'esprit également. Et dans le fil de discussion, je vous ai mis le lien vers les fascicules dont tu parlais, les 4 fascicules qui ont été élaborés par le gouvernement pour la mise en œuvre du ZAN. Et un participant évoquait aussi un rapport de France Stratégie. Je vous ai aussi mis le lien dans le fil de discussion. Ça peut être utile aussi pour la compréhension du sujet. Je ne vois pas remonter d'autres questions. Peut-être si certains n'ont pas eu la réponse à leur question, n'hésitez pas dans le fil ou à lever la main pour intervenir aussi ou apporter un témoignage sur ce qui vient d'être évoqué. Alors, on a Oui, alors comment rendre. Vas-y, pardon. oui, vas-y, excuse-moi. Comment rendre compte dans le rapport triennal du solde entre surface artificialisée et désartificialisée avec des données au CSGE 2013? Alors, écoutez, j'ai pas la réponse. Euh, Oui, là, moi non plus, effectivement. Oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la garantie communale. C'est moi qui ai fait une erreur, excusez-moi, c'est-à-dire qu'effectivement, la garantie viendra en déduction de l'enveloppe, en fait, que les régions devront territorialiser. Donc, même si la garantie était utilisée par l'ensemble des territoires, finalement, en effet, normalement, dans l'état actuel des textes, elle n'aurait pas vocation à avoir une incidence finalement sur le bilan de la réduction de la consommation. En effet, donc d'une certaine façon, la garantie communale, même dans les débats au niveau régional, finalement, ne devrait pas poser de problème. Voilà. Non, mais vous avez raison. C'est moi qui ai fait une erreur. Excusez-moi. Donc on me demandait si la présentation allait être envoyée. Oui, on va vous la diffuser. Je vais vous la transmettre par mail à l'issue de la séquence. Et la séquence étant enregistrée, vous aurez aussi euh, le lien, mais il nous faut un petit délai de 24 à 48 heures pour pouvoir vous le transmettre. Est-ce qu'il y a des questions qui n'auraient pas été traitées ou de nouvelles qui remontent? Il nous reste 3 minutes. Alors, faudra-t-il attendre la climatisation des documents d'urbanisme d'ici février 2028 pour valoriser des projets de renaturation supérieurs à 2500 mètres carrés? Or, les notions ne sont appliquées. Voilà. Alors, quelle date appliquer? En effet, pour l'instant, on n'a pas de calendrier à ce niveau-là, en effet. Alors, les communes en CC n'auraient pas droit à cette garantie communale. Alors, les communes en communauté de communes, je suppose, Mhm. n'auraient pas droit à cette garantie communale? Si, 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 ouais. ça concerne, oui, ça concerne tout le monde. Concernant l'inventaire des ZAE, y a-t-il de nouvelles informations concernant l'utilité ou les sections qui peuvent découler de cet inventaire? On n'a pas le détail pour le moment. Ouais. Pas de conséquences, pas de Non, sanctions en cas pas de de sanction. non-réalisation de l'inventaire. Ça, je vous le confirme aussi. Mm. Euh, Oula, à l'échelle locale, pardon, que ça coince, puisque le zonage graphique devra traduire l'objectif de réduction de consommation foncière qui est inférieur à la garantie communale pour certains territoires. Euh, Mais ça, tout dépend aussi des discussions et des négociations que vous aurez à l'échelle globale, en fait. Ouais. Et donc là, j'ai du mal à répondre à la question. Je suis désolée, ou c'est simplement une remarque que vous vouliez soumettre. Alors, carte communale, c'était pas communauté de commune, carte communale, donc oui, puisque la carte communale est considérée comme un document tenant lieu de document local d'urbanisme. Donc, les communes en carte communale bénéficieront bien de la garantie, contrairement à celles qui sont sous RNU. Et alors, pardon, je comprends la remarque sur c'est à l'échelle locale que ça coince, puisque le zonage graphique devra traduire l'objectif de réduction, alors qu'il y a la garantie communale, c'est on revient sur le même sujet. C'est aussi le fruit
je dirais, d'une intégration à la maille régionale du droit de cette garantie communale, enfin du droit à l'usage de cette garantie communale et aussi du contexte territorial. Il se peut, et on a le cas sur certaines communes du littoral, que cette garantie rurale ne puisse pas être mise en œuvre du fait du retrait du trait de côte. Et donc se mêlent d'autres cadres réglementaires qui peuvent aussi être de nature à empêcher la mise en œuvre concrète de la garantie. Les inventaires des ZAE doivent être versés sur une plateforme. Il faut que je regarde, j'ai pas la réponse. J'irai me renseigner, j'essaierai de vous apporter une réponse. Le zonage des PLU en vigueur reste valable pour l'identification des gisements mobilisables en densification. A priori, oui. Oui, a priori, oui. Oui. De toute façon, la loi ne peut pas vous contraindre hein, en termes de définition de vos zonages. Hein, c'est vous qui en avez la maîtrise. Hein, donc, à partir du moment où vous n'en décidez pas l'évolution, eh bien, il reste par définition en vigueur. Alors, il est midi. Nous vous remercions pour votre attention. Hein. Espérons avoir pu répondre à vos questions. Évidemment, nous sommes encore à votre disposition. Je te laisse peut-être, Benjamin, conclure. Oui, bien Et on sûr. vous diffuse le support et le lien pour pouvoir revisionner la séquence dans quelques jours. Absolument. Eh bien, merci à tous pour votre participation, active notamment. Et donc, je vous rappelle le numéro de téléphone hein, de Rural Consult, le 09 70 808 809. Bien sûr, nous sommes présents du lundi au vendredi. Merci à tous et nous vous souhaitons donc une très bonne journée.